Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir la suite de la mystérieuse affaire de Styles. Alors sans plus tarder, on va commencer. Jap sortit son mouchoir et se tamponna le front. Je ne peux pas prendre ce risque, monsieur Poirot. En ce qui me concerne, votre parole me suffit. Mais une partie de ma hiérarchie me demandera quelle mouche m'a piqué. Ne pourriez-vous pas éclairer un peu ma lanterne? S'il le faut, concéda Poirot, après quelques secondes de réflexion. Mais c'est contre ma volonté. On ne me force pas la main. J'aurais préféré travailler dans le secret pour le moment. Mais votre remarque est justifiée. L'avis d'un inspecteur belge à la retraite, qui plus est, ne peut suffire, et Alfred Ingeltorp ne doit pas être arrêté. J'en ai fait le serment, et mon ami Hastings en est témoin. Fort bien, alors mon bon Jap, vous vous rendez à Styles sans plus attendre. D'ici une demi-heure seulement. Nous devons d'abord voir le coroner et le médecin. Bien, j'habite la dernière maison du village. Passez donc me prendre et nous ferons le chemin ensemble. À Styles, vous obtiendrez de M. Ingeltorp, ou plus probablement de moi-même, les preuves qui vous convaincront de l'inanité d'une telle accusation. Ce marché vous convient-il? Marché conclu, répondit Jap, ravi. Et au nom de Scotland Yard, je vous remercie. Bien que je ne vois pas pour l'instant ce qui pourrait disculper ce monsieur Ingeltorp, je vous l'avoue. Mais vous avez toujours eu tant de flair. Eh bien, à tout de suite, monsieur. Les deux policiers s'éloignèrent d'un pas vif, mais Summerhay avait conservé son air incrédule. Alors, mon bon ami, me lança Poirot, avant que j'aie le temps d'ouvrir la bouche. Qu'en pensez-vous? Mon Dieu, j'ai eu quelques inquiétudes tout à l'heure. Je n'aurais pas cru cet individu entêté au point de garder le silence. Il s'est comporté comme un imbécile. Enfin, je vois d'autres explications que la sottise pour son comportement. S'il n'est pas soupçonné à tort, quelle autre tactique aurait-il pu adopter pour sa défense? Mais il existe toutes sortes de façons plus ingénieuses les unes que les autres, s'écria Poirot. Tenez, imaginons que je sois le criminel. Je peux inventer cette histoire tout à fait crédible. Beaucoup plus convaincante en tout cas que les froides dénégations qu'il leur a apposées. Je ne pus m'empêcher de rire. Mon cher Poirot, je suis persuadé que vous seriez capable d'inventer 70 histoires pour vous disculper. Mais revenons aux choses sérieuses. En dépit de ce que vous avez dit aux inspecteurs du Yard, vous ne pouvez tout de même plus envisager l'innocence de M. Ingeltorp. Et pourquoi moins maintenant qu'auparavant? Il n'y a aucun élément nouveau. Allons, les témoignages sont accablants. Un peu trop tout de même. Nous passâmes la grille de l'Eastways Cottage et gravîmes les marches déjà familières. Oui, trop accablant, continua Poirot, plus pour lui-même qu'à mon adresse. En règle générale, les indices sont vagues et peu parlants. On doit les examiner avec le plus grand soin et les passer au crible. Mais ici, tout concorde si parfaitement. Non, mon bon ami, le faisceau de preuves a été assemblé avec un art consommé, et sa perfection même dessert son but. Comment en arrivez-vous à cette conclusion? C'est bien simple. Tant que les indices contre Ingeltorp restaient de simples soupçons imprécis, ils étaient difficiles à réfuter. Mais dans sa panique, le véritable criminel a tissé un filet de présomption si serré autour d'Ingeltorp que le moindre accroc le déchirera. Devant mon silence dubitatif, Poirot continua. Abordons le problème sous l'angle suivant. A priori, nous nous trouvons face à un homme qui a décidé d'empoisonner sa femme. D'après les bruits qui courent, il a vécu jusqu'à l'heure d'expédient, ce qui suppose une certaine ingéniosité. Contentons-nous de le créditer d'un minimum de bon sens. Or, comment prépare-t-il son forfait? Effrontément, il se rend à la pharmacie du village et achète lui-même de la strychnine sous un prétexte si ridicule qu'il ne tient pas 2 secondes au moindre examen. De plus, il n'utilise pas le poison le soir même, mais attend d'avoir eu avec son épouse une altercation assez violente pour que toute la maisonnée en soit informée, ce qui bien entendu attire tous les soupçons sur lui. Enfin, il ne peut ignorer que le préparateur de la pharmacie sera interrogé. Pourtant, il se cherche aucun alibi. Allons donc. Vous ne ferez jamais croire qu'on puisse être assez stupide pour agir de la sorte. Seul un fou, un malade, qui voudrait se ôter la vie en se servant du verdict de la justice pourrait imaginer un tel stratagème. Pourtant, je ne vois toujours pas... Moi non plus, mon bon ami, je dois bien le reconnaître. Cette affaire me laisse perplexe. Moi, Hercule Poirot. Mais si vous le tenez pour innocent, comment expliquez-vous qu'il ait acheté de la strychnine?
Le plus simplement du monde, ce n'était pas lui. Mais il l'a pourtant identifié. Pardon, le préparateur a servi un individu arborant une barbe noire semblable à celle d'Alfred Inglethorpe, portant les vêtements d'Alfred Inglethorpe, qui sont assez reconnaissables, ainsi que des lunettes semblables à celles d'Inglethorpe. Rappelez-vous que M. Mace n'est à Styles St. Mary que depuis une quinzaine de jours, et qu'il n'a sans doute vu Inglethorpe que de loin, d'autant que Mme Inglethorpe avait pour habitude de se fournir chez Coutts, à Tadminster. Et vous en déduisez? Vous rappelez-vous, mon bon ami, les 2 points que je vous avais cités comme étant capitaux? Laissons de côté le premier pour l'instant. Vous souvenez-vous du second? Le fait qu'Alfred Inglethorpe affectionne les vêtements singuliers, qu'il porte une barbe noire et des lunettes, c'est bien cela? Tout à fait. À présent, imaginez quelqu'un qui voudrait usurper la personnalité de John ou de Lawrence Cavendish. Le pourrait-il aisément? Certes non, répondis-je encore que un bon comédien, mais Poirot m'empêcha de poursuivre. Et pourquoi donc la tâche serait malaisée? Je vais vous le dire. Parce que les 2 frères Cavendish sont imberbes. Or, pour parvenir à une ressemblance acceptable avec l'un ou l'autre en plein jour, il faudrait un acteur de génie, présentant déjà quelques similitudes morphologiques avec son modèle. Reprenons le cas d'Alfred Inglethorpe. Il est beaucoup plus simple. Au premier abord, son apparence est largement déterminée par sa barbe, ses vêtements et les lunettes, qui lui cachent les yeux. Et ce que cherche avant tout un criminel intelligent, c'est d'éloigner les soupçons de sa personne, n'est-ce pas? La meilleure façon de parvenir à ce résultat n'est-elle pas de les faire peser sur quelqu'un d'autre? Eh bien, dans l'affaire qui nous occupe, la victime de cette machination était toute trouvée. Il était évident que tout le monde accepterait a priori la culpabilité de M. Inglethorpe. Mais le criminel a jugé nécessaire la présence d'une preuve tangible, d'où l'achat du poison. L'apparence d'Alfred Inglethorpe facilitait grandement la réussite de ce plan. De plus, vous vous en souvenez certainement, le jeune Mace n'avait jamais parlé à M. Inglethorpe. Comment aurait-il pu douter de l'identité d'un homme qui portait les mêmes lunettes, la même barbe et les mêmes vêtements? L'éloquence de Poirot m'emplissait d'une sorte de fascination. Certes, dis-je, mais même en admettant cette hypothèse, pourquoi refuse-t-il de dire où il se trouvait lundi à 18h? Oui, pourquoi en effet, approuva Poirot d'un ton plus calme. S'il se faisait arrêter, il en parlerait, je n'en doute pas. Mais cette solution est à éviter. Il est de mon devoir de lui démontrer la gravité de sa position actuelle. Il se tait pour cacher quelque chose d'indigne. S'il n'a pas assassiné sa chère épouse, comme il dit, il n'en reste pas moins une canaille qui a quelque chose à cacher, même si sans rapport avec le meurtre de Mme Inglethorpe. Sur le moment, j'adhérais à la théorie de Poirot, et je me pris à chercher la nature de ce secret. Néanmoins, je conservais cette préférence pour la thèse la plus évidente. « De quoi peut-il s'agir » murmurai-je. « Vous ne devinez pas » dit Poirot avec un petit sourire. « Non, et vous ?»« Si, bien sûr, depuis quelque temps déjà, j'avais ma petite idée sur ce point, et je l'ai déjà vérifiée. »« Vous n'en avez pas parlé » remarquai-je assez vexé. Poirot écarta les bras d'un geste de repentir. « Pardonnez-moi, mon bon ami, mais vous me paraissez assez peu réceptif. » Puis, sur un ton plus grave, « J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi son arrestation serait une erreur. »« C'est possible, répondis-je sans grande conviction. En vérité, le sort de cet individu me laissait froid, et je pensais même qu'une bonne dose de frousse ne lui ferait pas de mal. Poirot m'observa un moment avec attention, puis il poussa un soupir et changea de sujet. « Alors, mon bon ami, abandonnons le cas d'Alfred Inglethorpe. Qu'avez-vous appris des autres dépositions ?»« Guère plus que je n'en entendais. »« Rien qui ait éveillé votre curiosité ?» Je pensais à Mary Cavendish et je préférais éluder la question. « De quelle façon ?»« Eh bien, la déposition de M. Lawrence Cavendish, par exemple. »« Oh, Lawrence !» dis-je soulagé. « Non, pas particulièrement, ça a toujours été un garçon nerveux et imprévisible. Et quand il a suggéré que sa mère était peut-être morte par l'accident à cause de son fortifiant, l'étrangeté du propos ne vous a-t-elle pas frappé ? Non, pas vraiment, cela n'a rien d'étonnant de la part d'un profane. D'ailleurs, les médecins ne se sont pas gênés pour le retourner en ridicule. Justement, M. Lawrence n'est pas un profane. C'est vous-même qui m'avez informé des études de médecine qu'il a poursuivies jusqu'au diplôme. C'est pourtant vrai, admis-je, tout d'un coup, très frappé. Je n'y avais pas pensé, en effet, c'est très étrange. Son comportement est étrange depuis le début, approuva Poirot. De tous les habitants de Styles Court, il est le seul capable d'interpréter les symptômes
de sa belle-mère comme ceux d'un empoisonnement à la strychnine. Or, il est également le seul à défendre la thèse d'une mort naturelle. Je pourrais comprendre que M. John tienne un tel discours car il est ignorant en la matière et par nature dépourvu de toute imagination. Mais M. Lawrence, décidément non. Et aujourd'hui même, devant le jury, il suggère une explication dont il peut ignorer l'absurdité. Voilà qui donne matière à réflexion, mon bon ami. C'est très déroutant en effet. Et n'oublions pas Madame Cavendish, continua Poirot. Elle non plus ne dit pas tout ce qu'elle sait. Comment interprétez-vous son comportement? Je ne sais trop qu'en déduire. J'ai beaucoup de mal à concevoir qu'elle puisse protéger Alfred Inglethorpe, et pourtant c'est l'impression qu'elle donne. L'air songeur, Poirot acquiesça. Oui, c'est très curieux. Ce qui ne fait aucun doute, c'est qu'elle a entendu beaucoup de choses de cette conversation que ce qu'elle a daigné nous rapporter, chez le coroner. Elle est pourtant la dernière personne que l'on pourrait soupçonner d'écouter aux portes. C'est exact, mais au moins sa déposition m'a-t-elle éclairé sur un point. Je m'étais trompé. L'altercation s'est bien déroulée un peu plus tôt dans l'après-midi que je ne le croyais, vers 16 heures, comme l'a toujours affirmé Dorcas. Je n'avais jamais bien saisi l'importance que mon ami accordait à ces détails, et je le regardais d'un air étonné. Oui, reprit-il, bien des questions sont soulevées par les dépositions que nous avons entendues aujourd'hui. Prenez le docteur Boerstein. Que faisait-il debout tout habillé à une heure aussi matinale? Je suis stupéfait que personne n'ait relevé ce fait. Il est sujet aux insomnies, d'après ce qu'on m'a dit, arguai-je sans grande conviction. Explication qui peut être très bonne ou très mauvaise, jugea Poirot. Elle couvre tout sans répondre à rien, voyez-vous. Il me faudra surveiller de près ce très brillant M. Boerstein. Avez-vous noté d'autres failles dans les dépositions? Demandai-je avec une pointe de sarcasme dans la voix. Mon bon ami, répondit très sérieusement Poirot, méfiance et de rigueur, dès que vous découvrez que les gens ne disent pas la stricte vérité. Et à moins d'une grossière erreur de ma part, il n'y a guère qu'une personne, deux tout au plus, qui ait parlé sans rien dissimuler ni rien omettre. Allons, Poirot. La cause est entendue pour Lawrence et Madame Cavendish, mais John et Miss Howard n'ont-ils pas dit la vérité? Tous les deux, mon bon ami? L'un d'eux, je vous l'accorde, mais les deux? Cette réponse teintée d'ironie me fait un effet des plus déplaisants. Le témoignage de Miss Howard, s'il n'avait qu'une importance relative, était empreint d'une telle spontanéité et d'une telle franchise que je n'avais pas envisagé une seconde de le mettre en doute. Néanmoins, j'éprouvais un grand respect pour la sagacité de Poirot, à l'exception de ces crises d'endettement stupides, comme je nommais mentalement ces moments-là. Vous le pensez vraiment, m'étonnai-je. Miss Howard m'a toujours paru faire preuve d'une honnêteté totale, pour ne pas dire encombrante. Poirot me lança un regard singulier, que je ne pus me déchiffrer. Il parut sur le point de s'expliquer puis se ravisa. Quant à Miss Murdoch, continuai-je, rien en elle ne permet de suspecter le mensonge. Certes, mais n'est-il pas curieux qu'elle n'ait perçu aucun bruit alors qu'elle dormait dans la chambre voisine? Notez en revanche que Madame Cavendish, dont la chambre est située beaucoup plus loin dans l'autre aile de la maison, a fort bien entendu la chute de la table de chevet. Miss Murdoch est jeune, et elle jouit d'un profond sommeil, voilà tout, avançai-je. Ah, ça, son sommeil devrait être fort profond, j'en conviens. À ce point de notre conversation, son ironie me dérangeait. C'est alors qu'en tambourinant à la porte d'entrée, nous nous penchâmes par la fenêtre pour découvrir les deux hommes de Scotland Yard qui nous attendaient dans la rue. Poirot prit son chapeau d'un mouvement décidé. Il tordit les pointes de sa moustache, puis épousseta sa manche, qui n'en avait besoin que dans son imagination. Enfin, il donna le signal du départ. Nous rejoignîmes les deux policiers dans la rue, et notre petit groupe prit la direction de Styles Court. Je crois que l'arrivée des hommes du Yard provoqua un certain choc, en particulier chez John. Pour avoir entendu les conclusions du jury, il savait pourtant que leur venue n'allait pas tarder. En tout cas, il parut prendre une conscience de la situation avec une acuité toute nouvelle. Tandis que nous cheminions vers Styles Court, Poirot et Japp avaient discuté à voix basse. L'inspecteur demanda aux occupants de la maison, à l'exclusion des domestiques, de nous rejoindre dans le salon. La raison de cette réunion m'apparut aussitôt. Le moment était venu pour Poirot de démontrer que ses dires n'étaient pas de simples rhododendrons. Pour ma part, j'étais assez pessimiste. Poirot avait peut-être d'excellentes raisons de croire Alfred Inglethorpe innocent et devrait néanmoins fournir des preuves solides à quelqu'un de la trempe de Summerhay, et j'en doutais fort que mon ami y parvint. Il ne fallut pas longtemps pour que nous nous trouvions tous assemblés dans le salon,
Japp ferma la porte. Toujours courtois, Poirot disposa les chaises pour tout le monde. Les hommes de Scotland Yard étaient l'objet de l'attention générale. Je crois qu'à cet instant, chacun prit pleinement conscience qu'il ne s'agit pas d'un mauvais rêve, mais de la réalité. Nous avions tous déjà entendu parler de ce genre d'histoire. Mais cette fois, nous étions les acteurs du drame. Demain, tous les quotidiens d'Angleterre annonceraient à grand renfort de manchettes accrocheuses « Mystérieuse tragédie dans le comté d'Essex. Une riche lady empoisonnée ». Les articles seraient illustrés et photographiés de Styles Court, d'instantanés de la famille, à la sortie de la séance des dépositions, car le photographe local n'avait pas chômé. Toutes ces histoires que chacun a lues une centaine de fois dans son journal et qui n'arrivaient qu'aux autres, jamais à vous. Et pourtant, dans cette demeure où nous nous trouvions, un assassinat avait bel et bien été commis. Et nous avions en face de nous les inspecteurs chargés de l'enquête. Toutes ces pensées défilèrent dans mon esprit dans les quelques secondes qui précédèrent l'intervention de Poirot. Le fait que ce fût lui qui prit la parole, et non les inspecteurs du Yard, parut surprendre tout le monde. « Mesdames et messieurs, dit-il avec une petite courbette digne d'un conférencier en vogue, j'ai souhaité cette réunion dans un but bien précis, qui intéresse plus particulièrement M. Alfred Inglethorpe. Inconsciemment, je suppose que les autres avaient éloigné leur chaise de l'homme, car il était assis à peu près à l'écart. À l'énoncé de son nom, il tressaillit légèrement. « Monsieur Inglethorpe, dit mon ami en se tournant vers lui, une ombre très noire plane sur cette demeure, celle du meurtre. » Inglethorpe acquiesça à l'air accablé. « Ma pauvre femme, balbutia-t-il. Pauvre Émilie, c'est terrible. Je n'ai pas l'impression, monsieur, que vous compreniez vraiment à quel point la situation pourrait se révéler terrible pour vous. » Et pour se faire mieux comprendre, Poirot ajouta. « Vous courez un très grave danger, monsieur Inglethorpe. » Les deux hommes du Yard s'agitèrent sur leur siège, et j'imaginai la formule rituelle. « Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous, articulé mentalement par Summerhay. »« Suis-je assez clair, monsieur ?»« Non, que voulez-vous dire ?»« Je veux dire, martella Poirot, que vous êtes soupçonné d'empoisonnement à l'encontre de votre épouse. » Un cri de surprise courut dans l'assistance. Inglethorpe se leva d'un bond. « Dieu tout-puissant !» s'écria-t-il. « Moi empoisonner mon Émilie adorée ? Mais quelle idée monstrueuse !» Poirot l'observait avec insistance. « Je crois que vous n'avez pas été sensible à l'impression désastreuse qu'a provoquée votre attitude lors des dépositions, monsieur Inglethorpe. Après ce que je viens de vous apprendre, refusez-vous toujours de nous dire où vous étiez, lundi à 18h. » Avec un gémissement, l'homme se laissa retomber sur sa chaise et se cacha le visage dans les mains. Poirot approcha de lui jusqu'à le dominer de sa petite taille. « Parlez !» s'écria-t-il d'une voix menaçante. Dans un effort de volonté, Inglethorpe releva la tête et secoua lentement sans marquer le moindre fléchissement. « Vous refusez ? » ?»« Non, je me refuse à croire que quiconque puisse être assez monstrueux pour m'accuser d'une telle horreur. » Avec l'air sombre de quelqu'un qui vient de prendre une grave décision, Poirot conclut. « Soit, et donc de mon devoir de parler à votre place. » Alfred Inglethorpe leva vers lui un regard incrédule. « Vous ? Comment pourriez-vous ? Vous ne pouvez savoir que... » Il se tut brusquement. Poirot se retourna vers nous. « Mesdames et messieurs, veuillez écouter ce que je vais vous dire. Moi, Hercule Poirot, j'affirme que l'individu qui est entré lundi à 18h dans la pharmacie pour y acheter de la strychnine n'était pas M. Inglethorpe. Car à ce moment, le dit M. Inglethorpe raccompagnait chez elle Madame Raikes, et tous deux revenaient d'une ferme voisine. Je peux produire ici au moins 5 témoins qui jurent les avoir vus ensemble à 18h, ou peu après. Or, comme vous ne l'ignorez certainement pas, la ferme de l'abbaye domicile de Madame Raikes se trouve à plus de 3 kilomètres du village. Par conséquent, l'alibi est indiscutable. » Un silence stupéfait tomba sur l'assistance. Japp, qui semblait le moins surpris de nous tous, fut le premier à prendre la parole. « Ma parole, vous êtes ahurissant !» s'exclama-t-il. « Mais entendons-nous bien, monsieur Poirot. Vous êtes sûr de vos témoins, j'imagine ? Tenez, voici leur nom et leur adresse. Je vous laisse les interroger. Vous pourrez constater vous-même qu'ils sont dignes de voix. » « Je n'en doute pas un instant, » rassura Japp, puis il baissa le ton. « Je vous suis très reconnaissant. Avec cette arrestation, nous aurions fait une drôle de boulette. » Il se tourna vers Inglethorpe. « Pardonnez ma curiosité, mais j'aimerais bien savoir ce qui vous empêchait
de nous avouer ça au cours des dépositions. Je ne peux pas en donner la raison, intervint Poirot. Une rumeur insistante courait. Aussi fausse que méchante, s'écria M. Inglethorpe, d'une voix aiguë. Et M. Inglethorpe souhaitait avant tout qu'aucun scandale n'éclate pour le moment, c'est bien cela. C'est exact, avec ma pauvre Émilie qui n'est même pas encore enterrée, vous pourrez bien comprendre que je voulais couper court à toute nouvelle rumeur mensongère. Pour être plus franc avec vous, pour être tout à fait franc avec vous, monsieur, dit Japp, je préférerais les pires rumeurs sur mon compte à mon inculpation pour meurtre. Et je crois pouvoir affirmer que votre défunte épouse aurait été de mon avis. Sans la présence providentielle de M. Poirot, vous auriez été arrêté, c'est sûr et certain. J'ai agi stupidement, c'est un fait, reconnut Inglethorpe. Et vous n'imaginez pas à quel point on m'a rendu la vie impossible, inspecteur, ni combien j'ai été calomnié. Ce disant, il regarda Evelyn Howard d'un œil mauvais. Japp se tourna vers John Cavendish. « À présent, monsieur, je voudrais visiter la chambre de la défunte, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Ensuite, j'aurai un petit entretien avec les domestiques. Mais ne vous dérangez pas, M. Poirot me servira de guide. » Tandis qu'ils sortaient tous du salon, Poirot, d'un signe discret, m'invita à le suivre à l'étage. Là, il me prit par le coude et m'attira à l'écart. « Vite, allez dans l'autre aile de la maison. Restez derrière la porte matelassée et n'en bougez pas jusqu'à ce que je vous y trouve. » Sur ces mots, il me planta là et rejoignit les hommes du garde. Je suivis ses instructions à la lettre et allai me poster derrière la porte de service, bien que l'utilité de ma présence à cet endroit me restât totalement incompréhensible. Pourquoi monter la garde à cet endroit précis? Tout en réfléchissant, je surveillais le couloir devant moi. Une explication me vint à l'esprit. À l'exception de celle de Cynthia, toutes les chambres donnaient sur cette aile gauche. Peut-être devrais-je noter tout mouvement dans le couloir. Les minutes s'écoulèrent. J'étais resté au poste une bonne vingtaine de minutes sans avoir vu personne, quand Poirot me rejoignit enfin. « Vous n'avez pas bougé ?»« Non, je suis resté ici tout le temps aussi immobile qu'une statue et rien ne s'est passé. »« Ah !» s'exclama-t-il. Je n'aurais pu dire s'il manifestait là sa joie ou sa déception. « Et vous n'avez rien vu ?»« Absolument rien. »« Mais sans aucun doute avez-vous entendu quelque chose, un bruit sourd. »« Alors, mon ami ?»« Rien. »« Comment est-ce possible ?»« Ah, mais voilà qui contrarie grandement mes plans. Je suis d'habitude plutôt adroit. Voyez-vous, je n'ai fait qu'un petit mouvement, je connais fort bien la précision de mes mouvements, de la main gauche, et la table de chevet s'est renversée. » Il semblait en proie à une déception si puérile que je m'empressai de le réconforter. « Allons, mon cher, cela n'a pas d'importance. Votre succès éclatant tout à l'heure dans le salon vous est sans doute monté à la tête. Laissez-moi vous dire que vous avez étonné tout le monde. Les relations de M. Inglethorpe avec Mme Raikes doivent être plus sérieuses que nous le pensions, pour qu'il refuse ainsi de nous en parler. Et maintenant, quelle va être votre ligne d'action? Où sont nos amis du yard? Ils sont descendus interroger le domestique. Je leur ai montré tous nos indices. À la vérité, Japp m'a quelque peu déçu, il manque de méthode. À ce moment, je cessai de l'écouter et regardai par la fenêtre. « Bonjour, criai-je, en reconnaissant l'arrivant. Puis à l'adresse de Poirot, « C'est le docteur Boerstein. Je crois que je partage votre opinion à son sujet, Poirot. Je n'aime pas cet homme-là. »« Il est intelligent, » marmonna Poirot, pensif. « Diablement intelligent, ça oui. Je ne vous cache pas que l'état dans lequel il est arrivé mardi soir m'a réjoui le cœur. Vous n'en avez aucune idée. » Et je lui relatai la mésaventure du médecin. Il ressemblait à un épouvantail à moineau, conclus-je, couvert de boue de la tête aux pieds. « Vous l'avez vu? De vos yeux vus? » Oui, c'était juste après le repas, évidemment. Il ne tenait pas à entrer comme ça dans le salon, mais M. Inglethorpe a insisté. Poirot me saisit brusquement par les épaules. Il paraissait en proie à une véritable frénésie. « Quoi ?» s'écria-t-il. « Le docteur Boerstein était à Styles Court mardi matin? Et vous ne m'en avez rien dit? Pourquoi? Mais pourquoi vous ne m'en avez pas parlé? Alors, mon cher Poirot, je n'avais pas pensé que ce détail vous intéresserait à ce point. Je ne savais pas que sa présence ici revêtait une telle importance. Mais c'est de la plus haute importance, au contraire. Ainsi, le docteur Boerstein était ici mardi soir, le soir du meurtre, Hastings, me comprenez-vous pas? Cela change tout, absolument tout. Jamais encore je ne l'avais vu aussi bouleversé. Il me relâcha et d'un geste machinal redressa 2 bougies dans le chandelier. Cela change tout, oui, marmonna-t-il encore. Il parut soudain prendre une décision. Allons, dit-il.
Il nous faut agir sur le champ. Où se trouve M. Cavendish? Nous trouvâmes John dans le fumoir. Poirot l'aborda sans préambule. Monsieur Cavendish, j'ai affaire à tas de mystères. Un nouvel indice à vérifier. Puis-je me permettre d'emprunter votre automobile? Mais bien sûr. Vous voulez partir tout de suite? Si possible. John sonna et ordonna qu'on avançât la voiture. 10 minutes plus tard, nous sortions du parc et prenions à vive allure la route Tadminster. Maintenant, mon cher Poirot, allez-vous finir par me dire de quoi il retourne? Demandai-je résigné. Mon bon ami, vous pouvez le deviner en partie vous-même. Il vous est sans doute apparu que la discussion de M. Inglethorpe changerait bien des données. Nous devons à présent résoudre une énigme entièrement nouvelle. Nous avons la certitude qu'une personne, au moins, M. Inglethorpe, n'a pas acheté la strychnine, et nous avons balayé les faux indices. Voyons maintenant les vrais. À l'exception de Mme Cavendish qui jouait au tennis avec vous, n'importe qui a pu se faire passer pour Alfred Inglethorpe lundi soir. J'ai vérifié. D'autre part, si nous en croyons sa déposition, il a posé la tasse de café sur la table du vestibule. Depuis le début de l'enquête, personne n'a été très attentif à ce détail, mais il prend à présent un relief tout particulier. Nous devons découvrir qui a finalement apporté ce café à Mme Inglethorpe et qui a traversé le vestibule alors que la tasse était encore sur la table. D'après votre récit, nous pouvons affirmer que seules 2 personnes n'ont pu se trouver à proximité de la tasse de café. Madame Cavendish et Miss Cynthia. C'est tout à fait exact. Je ressentis un soulagement indicible. Ainsi, Mary Cavendish ne pouvait être soupçonnée. Pour disculper Alfred Inglethorpe, poursuivit Poirot, j'ai dû dévoiler mes batteries plus tôt que je ne l'aurais dû. Tant qu'il pouvait me croire acharné à démontrer la culpabilité d'Inglethorpe, le véritable meurtrier ne se méfierait pas de moi. À présent, il sera doublement sur ses gardes. Dites-moi, Hastings, vous ne soupçonnez personne en particulier? J'eus un moment d'hésitation. Pour dire la vérité, le matin même, une idée assez extravagante m'avait traversé l'esprit, à 1 ou 2 reprises. Bien qu'elle m'eût semblé stupide, je ne pouvais la chasser. C'est à peine un soupçon, dis-je à voix basse, mais c'est tellement absurde. Allons, m'encouragea Poirot. Ne soyez pas si timoré. Dites, il faut toujours écouter la petite voix de son intuition. Très bien, c'est insensé, et je le sais. Mais je ne peux m'empêcher de penser que Miss Howard n'a pas tout dit de ce qu'elle savait. Miss Howard? Oui, vous allez vous moquer. Certainement pas. Pourquoi? C'est plus fort que moi. J'ai l'impression que nous l'avons écartée de la liste des suspects un peu trop facilement, sur le simple fait qu'elle se trouvait loin de Styles Court. Mais une 20aine de kilomètres, ce n'est pas grand-chose en automobile. Il ne faut guère plus d'une demi-heure pour les parcourir. Alors pouvons-nous être tout à fait sûrs qu'elle était absente la nuit du meurtre? Nous le pouvons, mon ami, répondit Poirot à ma grande surprise. Un de mes premiers soucis a été de téléphoner à l'hôpital où elle travaille. Et alors? Eh bien, elle était de garde mardi après-midi. Un convoi de blessés que l'on n'attendait pas est arrivé dans la journée. Devant ce surcroît de travail, Miss Howard a très gentiment offert de faire une garde de nuit, ce dont on lui a été fort reconnaissant. Voilà qui règle la question. Ah, fis-je quelque peu dépité. En fait, c'est sa violence à l'égard de M. Inglethorpe qui m'avait alerté. Je persiste à croire qu'elle ferait n'importe quoi pour lui nuire, et j'ai pensé qu'elle savait peut-être quelque chose à propos de ce testament qui a disparu. Elle le déteste au point qu'elle aurait très bien pu brûler le dernier testament par méprise, croyant détruire celui qui avantageait M. Inglethorpe. Pour vous, sa haine est exagérée? Eh bien, oui, elle est tellement violente, c'est à se demander si cette femme n'est pas un peu détraquée. Mais Poirot secoua la tête avec la plus grande énergie. Non, non, là vous faites fausse route. Aucune faiblesse d'esprit, aucune dégénérescence chez Miss Howard, je vous l'assure. Elle est l'exemple même du bon sens britannique, c'est une femme à l'esprit aussi robuste que le corps. Pourtant sa haine envers M. Inglethorpe prend des allures d'obsession. Ma première idée, bien ridicule j'en conviens, était qu'elle avait voulu l'empoisonner lui, et que par le plus grand des hasards, c'est Mme Inglethorpe qui avait absorbé le poison. Mais à présent, la chose me paraît impossible, ma théorie était absurde. Pourtant, sur un point, vous êtes dans le vrai. C'est faire preuve de sagesse que de soupçonner tout le monde tant que l'innocence de chacun n'est pas établie de façon rationnelle et satisfaisante pour l'esprit. Quels arguments peut-on donc opposer à la thèse selon laquelle Miss Howard aurait délibérément empoisonné Mme Inglethorpe? Quelle idée, m'exclamai-je. Elle lui était totalement dévouée. Puf, siffla Poirot agacé. Vous raisonnez comme un enfant. Si Miss Howard était coupable d'empoisonner Mme Inglethorpe,
elle serait non moins capable de faire croire à son dévouement. Non, nous devons chercher dans une autre direction. Vous trouvez sa rancœur envers Alfred Inglethorpe exagérée, et je suis d'accord avec vous sur ce point. Mais je ne partage pas les déductions que vous en tirez. J'ai défini moi-même un certain schéma qui me semble juste, mais je préfère ne pas en parler pour l'instant. D'après moi, il existe une raison majeure qui empêche Miss Howard de faire une coupable plausible. Et laquelle? Le mobile qui est à la base de chaque meurtre. Or, la mort de Madame Inglethorpe ne pouvait nullement profiter à Miss Howard. Madame Inglethorpe n'aurait-elle pu rédiger un testament en sa faveur? Hasardai-je après un temps de réflexion. Poirot répondit d'un simple signe de tête négatif. C'est pourtant une hypothèse que vous avez soumise à M. Wells, lui rappelai-je, ce qui le fit sourire. Fausse piste, je ne désirais pas dévoiler le véritable nom que j'avais à l'esprit. Miss Howard ayant une fonction similaire, je l'ai citée à la place. Il n'en reste pas moins que Madame Inglethorpe aurait pu agir ainsi. Pourquoi ce testament rédigé l'après-midi précédant sa mort n'aurait-il pu... Et Poirot secoua la tête avec une telle conviction qu'il m'arrêta net. Non, mon bon ami. D'ailleurs, j'ai déjà une petite théorie quant au contenu de ce testament. Et je peux vous garantir une chose, il n'était pas en faveur de Miss Howard. Bien que les raisons d'une telle certitude me fussent encore incompréhensibles, je ne la mis pas en doute. Fort bien, fis-je avec un soupir résigné. Nous mettrons donc Miss Howard hors de cause. Mais je tiens à vous signaler que je ne la soupçonnais qu'en fonction de ce que vous aviez dit de sa déposition. Pouvez-vous me rappeler mes propos à ce sujet? Demanda Poirot quelque peu étonné. Vous ne vous en souvenez pas? Je l'avais cité tout comme John Cavendish, comme ne faisant pas partie des suspects possibles, et... Ah oui, cela me revient. Il semblait un peu perdu, mais se reprit rapidement. Au fait, Hastings, j'aimerais vous demander un service. Bien sûr, de quoi s'agit-il? La prochaine fois que vous vous trouverez seul avec Lawrence Cavendish, je voudrais que vous lui disiez ceci. J'ai un message pour vous de la part de Poirot. Retrouvez la tasse à café manquante et vous retrouverez la paix. Ni plus, ni moins. Retrouvez la tasse à café manquante et vous retrouverez la paix, répétai-je perplexe. C'est bien ça? C'est parfait. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ah, ça, je vous laisse deviner. Vous avez tous les faits en main, mon ami. Répétez-lui la phrase et notez bien ce qu'il vous répondra. D'accord, mais tout ceci est bien mystérieux. Cependant, nous roulions déjà dans Tadminster, et Poirot prit la direction du laboratoire d'analyse. Aussitôt le moteur arrêté, il sauta du véhicule et entra dans le local. Quelques minutes plus tard, il en ressortait. « Voilà qui est fait. »« Et qu'aviez-vous à faire ici ?» demandai-je impatient d'en savoir plus. « J'ai confié un échantillon aux fins d'analyse. »« Un échantillon de quoi ?»« Du cacao prélevé dans la casserole. Les bras m'ont tombé. »« Mais il a déjà été analysé, finis-je par m'exclamer, à la demande de Dr. Bauerstein lui-même. Et je crois même me souvenir que vous avez ri à l'idée que ce cacao pouvait contenir de la strychnine. »« Je sais fort bien que le Dr. Bauerstein l'a fait analyser, répondit calmement Poirot. Mais alors, j'avais simplement envie d'une seconde analyse, voilà tout. Et je ne pus rien en tirer d'autre. Je n'en étais pas moins fort intrigué. Je ne voyais à cette démarche ni rime ni raison. Néanmoins, ma confiance en lui ne s'en trouva pas ébranlée. Si j'avais eu quelque motif de douter de ses méthodes à la manière éclatante dont il avait démontré l'innocence de M. Inglethorpe, avait balayé tous mes doutes à son égard. L'enterrement de Mme Inglethorpe eut lieu le lendemain, et le lundi, comme je descendais assez tard pour prendre mon petit déjeuner, John m'attira à l'écart. Il voulait m'informer du départ imminent de M. Inglethorpe, qui avait décidé de s'installer au Stylitz Arms, le temps de prendre des dispositions. « C'est un véritable soulagement pour vous. C'est un véritable soulagement pour nous, » ajouta mon ami avec la plus grande honnêteté. Sa présence nous était déjà pénible lorsque nous le soupçonnions, mais je vous jure que c'est pire maintenant, car nous nous sentons tous coupables, il faut bien le reconnaître, notre attitude était odieuse. Certes, tout paraissait l'accuser, je ne vois pas comment on pourrait nous reprocher d'avoir conclu à sa culpabilité, mais les faits sont là, nous nous trompions, et nous nous sentons tous un peu mal à l'aise. Nous devrions lui présenter nos excuses, mais c'est bien difficile, car aucun de nous n'a pour autant envers lui davantage de sympathie qu'avant. La situation est bien délicate, et je lui suis gré d'avoir le tact de quitter les lieux. Dieu merci, ma mère ne lui a pas légué Styles Court.
Qu'il garde l'argent, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais je n'aurais pu supporter qu'il devienne le maître ici. Mais aurez-vous les moyens d'entretenir la propriété? Oh oui, bien sûr, nous devrons acquitter les droits de succession, mais la moitié de l'argent laissé par mon père est destiné à Styles Court. De plus, Lawrence va rester avec nous pour le moment, donc sa part s'ajoute à l'ensemble. Dans les premiers temps, notre budget sera serré, car, comme je vous l'ai dit, mes finances ne sont guère brillantes. Néanmoins, les créanciers accepteront un délai. Le départ imminent d'Alfred Inglethorpe avait singulièrement allégé l'atmosphère, et nous prîmes le petit déjeuner le plus détendu depuis le drame. Cynthia, que son entrain naturel avait remise d'aplomb, était redevenue la jolie jeune fille dynamique que nous connaissions, à l'exception de Lawrence, toujours aussi sombre et nerveux. Nous étions tous assez enjoués et confiants pour un avenir plein de promesses. Bien entendu, la presse, à grand renfort de titres tapageurs, avait largement commenté la tragédie. La biographie de chacun des habitants de Styles Court avait voisiné avec les insinuations les plus subtiles. On assurait bien sûr que la police était sur une piste. Bref, rien ne nous fut épargné. Hasard de l'actualité, les opérations militaires marquaient le pas, et les pigistes en mal de copie se jetèrent sur ce crime mondain. La mystérieuse affaire de Styles devint le sujet de conversation à la mode. Cette période, est-il besoin de le préciser, fut très pénible pour les Cavendish. Des journalistes assiégeaient la maison sans relâche. Comme on leur refusait l'entrée, ils rôdaient dans le village et sillonnaient le parc, ne manquant aucune occasion de photographier tout membre de la famille qui risquait son nez dehors. Nous subîmes tout le tourbillon d'une publicité dont nous serions bien passés. Les hommes du Yard passaient les lieux en peigne fin, examinaient les moindres détails, posaient une foule de questions, œufs de lynx et bouche cousue tout à la fois. Quelle piste privilégiait-il? Leur enquête progressait-elle ou finirait-elle dans les archives à la section des affaires classées? Nous n'en avions aucune idée. Je terminais mon petit déjeuner lorsque Dorcas vient me trouver, l'air mystérieux. Elle avait quelque chose à me confier. Bien sûr, Dorcas, parlez, je vous écoute. Eh bien voilà, monsieur, vous verrez certainement le monsieur belge dans la journée. Et comme j'acquiesçais, vous vous souvenez, monsieur, comme il a insisté pour savoir si ma maîtresse ou quelqu'un d'autre possédait un vêtement vert? Bien sûr. En avez-vous trouvé un dans la maison? Fit-il soudain très intéressé. Non, monsieur, mais je me suis souvenu de ce que les jeunes monsieur, Lawrence et John étaient toujours les jeunes monsieur pour la domestique, appelaient leur mal au déguisement. C'est un grand coffre-fort, rempli de vêtements usagés, de costumes de fantaisie et de bricoles dans ce genre, monsieur. Il se trouve dans le grenier. D'un seul coup, j'ai pensé qu'il contenait peut-être quelque chose de vert. Alors, si vous voulez bien en parler au monsieur belge, monsieur, je le ferai, bien sûr. C'est promis. Merci bien, monsieur. Lui, c'est un vrai gentleman, pas comme tous les autres policiers de Londres, qui fouinent partout et interrogent tout le monde. En général, je n'ai pas beaucoup de goût pour les étrangers. Mais si j'en crois les journaux, ces Belges sont de braves gens. Pas des étrangers comme les autres, quoi. Et votre ami est un véritable gentleman. Brave Dorcas. Elle se tenait là devant moi, son visage franc levé vers le mien, et je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle était une digne représentante de cette race de domestiques à l'ancienne, qui se fait, hélas, de plus en plus rare. Je résolus de descendre au village sans tarder, afin d'avertir Poirot. Je n'eus que la moitié du chemin à parcourir, car il venait en sens inverse. Aussitôt, je lui rapportai les propos de la domestique. « Ah, cette brave Dorcas. Eh bien, nous allons jeter un coup d'œil à ce coffre, bien que... Enfin, bon, peu importe. » Nous pénétrâmes dans la maison par une porte-fenêtre. Le vestibule était désert et nous montâmes directement au grenier. Le coffre en question était bien là, d'un modèle ancien, joliment décoré de clous en cuivre, et il débordait de vêtements en tout genre. Sans précaution particulière, Poirot entreprit de le renverser sur le sol. Nous tombâmes sur 2 pièces d'étoffe verte, de teintes différentes, que Poirot écarta sans hésiter. Il paraissait assez peu convaincu par cette recherche, comme s'il n'espérait pas grand-chose. Soudain, il poussa un cri de surprise. « Qu'y a-t-il »« Regardez !» Il avait presque vidé le souffle. Tout au fond venait d'apparaître une magnifique barbe d'un noir de jet. Poirot s'en saisit, la tourna et la retourna, plongé dans un examen attentif. « Oh, oh » fit-il. « Oh, oh, voilà un postiche flambant neuf. » Il hésita une seconde, replaça la barbe là où il l'avait trouvée, et les diverses étoffes par-dessus, puis il sortit du grenier d'un pas rapide et descendit jusqu'à l'office où je le suivis.
Nous trouvâmes Dorcas occupé à frotter l'argenterie. Nous venons de fouiller le coffre que vous avez signalé à mon ami, lui annonça Poirot, après l'avoir salué avec infiniment de courtoisie. Et je vous suis très reconnaissant de cette indication. Nous y avons découvert une belle collection de vêtements. Et si je puis me permettre une telle question, servent-ils fréquemment? À vrai dire, monsieur, moins souvent qu'à une certaine époque. Mais les jeunes messieurs donnent encore de temps en temps ce qu'ils appellent une soirée costumée. Parfois on s'amuse vraiment beaucoup. Monsieur Lawrence est d'un comique à ces moments-là. Je me souviendrai toujours du soir où il s'était habillé en char de Perse. C'est une sorte de roi d'Orient. Il tenait le grand coupe-papier à la main et il m'a dit « Prenez garde, Dorcas. Manquez-moi de respect et je vous coupe la tête avec ce cimeterre que j'ai aiguisé spécialement pour la soirée. » Miss Cynthia s'était habillée en apache, une sorte de coupe-jarret français, si j'ai bien compris. Il fallait la voir, jamais vous ne croirez une gentille fille, comme elle, puisse aussi bien jouer les graines de potence. Personne ne l'avait reconnue. Ces soirées devaient être très amusantes, je n'en doute pas, approuva Poirot avec bienveillance. Quand il s'est déguisé en chat de Perse, je suppose que M. Lawrence portait la belle barbe noire qui se trouve dans le coffre. Dorcas eut un large sourire. Il avait bien une barbe, monsieur, je m'en souviens comme si c'était hier, parce qu'il m'avait emprunté 2 de ses chevaux de laine pour la confectionner. De loin, elle avait vraiment l'air très naturelle, mais je ne savais pas qu'il y avait une fausse barbe dans la malle au costume. C'est qu'on l'a achetée il y a peu. Je me souviens d'une perruque rousse, mais c'est tout. Pour imiter la barbe, ils utilisent en général du bouchon brûlé, et c'est diablement difficile à faire partir. Miss Cynthia s'en était servie une fois, pour se déguiser en femme noire, et ensuite elle a eu toutes les peines du monde à se débarbouiller. Lorsque nous nous retrouvâmes dans le vestibule, Poirot était pensif. « Dorcas ne sait rien de cette barbe noire, fit-il. « Vous croyez que c'est celle-là » murmurai-je aussitôt. « À mon avis, oui. Avez-vous remarqué la façon dont elle est taillée ?»« Non. Exactement comme celle de M. Inglethorpe, et j'ai trouvé plusieurs mèches de cheveux coupées. Mon ami, tout cela est bien mystérieux. Qui l'a cachée dans le coffre? Voilà la question. » « Quelqu'un de très astucieux, rétorqua Poirot d'un ton sec, et qui a choisi l'endroit de la maison où cette barbe aurait sa place normale. Oui, il est intelligent, mais nous le serons encore plus, en lui faisant croire que nous ne le sommes pas du tout. » J'étais tout à fait de cet avis. Et pour ce faire, mon bon ami, vous allez m'être fort utile. Ce compliment me flatta, d'autant qu'à certains moments j'avais eu la très nette impression que Poirot ne m'appréciait par ma juste valeur. L'air songeur, il me considéra quelques secondes. Oui, votre aide me sera extrêmement précieuse. J'en éprouvai un vif plaisir, mais je dus aussitôt déchanter. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je trouve un allié dans la place. Mais je suis là, m'insurgeai-je. Certes, mais ce n'est pas suffisant. J'étais offusqué. Poirot le remarqua et il s'empressa d'ajouter. Ne vous méprenez pas, mon bon ami. Tout le monde sait que nous travaillons ensemble. Or, il nous faut un allié qu'on ne soupçonne pas. Ah, je comprends. Que diriez-vous de John? Non, je ne crois pas. Pas assez brillant peut-être, ce jeune garçon, reconnus-je après réflexion. Tiens, voici Miss Howard, fit brusquement Poirot. C'est elle qu'il nous faut. Elle ne me porte pas dans son cœur depuis que j'ai disculpé M. Inglethorpe, mais essayons toujours. Il lui demanda quelques minutes d'attention, et elle y consentit d'un hochement de tête revêche. Nous nous rendîmes dans le petit salon dont Poirot referma la porte. « Bon, » fit aussitôt Miss Howard d'un ton assez peu amène. « De quoi s'agit-il? Soyez bref, je vous en prie. Je suis très occupé. Vous vous souvenez sans doute que je vous ai demandé de m'aider il y a quelque temps. » « Exact, » acquiesça la chère femme. « Et je me rappelle aussi ma réponse. D'accord, si c'est pour envoyer Alfred Inglethorpe à la potence. » Ah, le visage grave, Poirot observa un moment son interlocutrice. « Miss Howard, je vais vous poser une question. Je vous prie instamment d'y répondre en toute franchise. Je ne mens jamais. » « Fort bien. Êtes-vous toujours persuadé que Mme Inglethorpe a été empoisonnée par son mari? »« Comment cela ?» fit-elle avec acrimonie. « N'alliez-vous pas croire que je me laisse impressionner par vos belles théories? Il n'a pas acheté la strychnine, ça je veux bien, et alors? Je vous ai dit dès le début qu'il avait une décoration de papier tue-mouche. »« Il s'agirait alors d'arsenic et non de strychnine, fit aimablement remarquer Poirot. »« Quelle importance?
L'arsenic aurait aussi bien fait l'affaire. Il voulait se débarrasser d'Emily. Un point, c'est tout. Si je suis convaincu qu'il l'a tuée, peu importe par quel moyen. Justement, fit Poirot sur son ton le plus calme. Vous dites si je suis convaincu qu'il l'a tuée. Aussi formulerai-je ma question différemment. Avez-vous bien l'intime conviction que Madame Inglethorpe a été empoisonnée par son mari? Bon Dieu, s'emporta Miss Howard. Ne vous ai-je pas dit et répété que c'était un salopard et qu'il l'assassinerait dans son propre lit? J'ai toujours détesté cet individu. Justement, répéta Poirot avec la même douceur. Voilà qui confirme ma théorie. Quelle théorie? Miss Howard, vous souvenez-vous d'une conversation qui a eu lieu le jour où mon ami Hastings est arrivé ici? Il me l'a répétée. Une phrase de vous m'a beaucoup marqué. Vous avez affirmé que, si un de vos proches était assassiné, votre instinct vous désignerait le meurtrier, même si vous ne possédiez aucune preuve tangible contre lui. Vous vous en souvenez? Oui, j'ai dit cela, et je le pense toujours. Évidemment, vous trouvez cela stupide. Pas le moins du monde. Mais vous ne m'écoutez pas quand je vous dis qu'Alfred Inglethorpe est coupable. C'est exact, répliqua Poirot, parce que votre instinct ne vous dit pas que c'est M. Inglethorpe. Quoi? Non, vous désirez croire de toutes vos forces qu'il a commis le meurtre. Vous l'en estimez capable, mais votre instinct vous affirme qu'il est innocent, et il vous dit autre chose. Dois-je continuer? Elle le regardait fascinée, puis elle fit un geste de la main en signe d'acquiescement. Faudra-t-il que j'explique la raison de votre agressivité envers M. Inglethorpe? C'est fort simple. Vous voulez croire ce qui vous arrange, parce que vous avez essayé de faire taire votre instinct, qui vous dicte un autre nom. Non, 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 s'exclama Miss Howard en agitant les mains. Ne le prononcez pas, je vous en supplie. Ne le prononcez pas. Ce n'est pas vrai, c'est impossible. Je ne sais pas ce qui m'a mis cette idée en tête. Une idée aussi folle, aussi horrible dans la tête. Ainsi, j'ai vu juste, demanda Poirot. Oui, oui, vous devez être un sorcier pour l'avoir deviné, mais ce n'est pas possible, ce serait trop monstrueux, trop atroce. Il faut que ce soit Alfred Inglethorpe. Poirot hocha gravement la tête. Ne me posez pas de questions, poursuivit Miss Howard. Je ne répondrai pas. Je ne peux pas l'admettre, même en pensée. Je dois être folle d'y avoir songé. Poirot acquiesça. Il paraissait satisfait. Je ne vous demanderai rien. Votre réaction me suffit. Mon instinct me parle également, Miss Howard. C'est pourquoi je crois que nous pourrons travailler ensemble à un but commun. Ne me demandez pas de vous aider. Je ne lèverai pas le petit doigt pour... La gorge nouée, elle laissa sa phrase en suspens. Vous m'aiderez malgré vous. Je ne vous demanderai rien. Et pourtant vous serez mon allié. Vous ne pourrez vous en empêcher, et vous ferez l'unique chose que j'attends de vous. Et c'est de garder l'œil ouvert. Evelyn Howard baissa la tête. Ça, je ne pourrai pas m'en empêcher, je garde tout le temps l'œil ouvert, et j'espère toujours que les faits me donneront tort. Si nous sommes dans l'erreur, parfait, approuva Poirot. Je serai le premier à m'en réjouir. Mais si nous ne nous trompons pas, dans quel camp vous placerez-vous? Je ne sais pas. Allons, Miss Howard. L'affaire pourrait être étouffée. C'est hors de question. Pourtant, Émilie elle-même n'aurait pas... Miss Howard, une telle pensée est indigne de vous. Brusquement, elle enfuit son visage entre ses mains. C'est vrai, admit-elle après un moment, d'une voix redevenue calme. Ce n'était pas réellement moi qui parlais. Fièrement, elle releva la tête. Mais la véritable Evelyn Howard est là, et bien là. Elle sera toujours du côté de la justice, quel que soit le prix à payer. Sur ces mots, elle quitta la pièce d'un pas digne sous le regard impénétrable de Poirot. Nous avons là une alliée précieuse, fit-il, dès qu'elle eut disparu. Mon ami, cette femme a d'autant d'intelligence que de cœur. Je m'abstins de tout commentaire. L'instinct est un don merveilleux, reprit Poirot. Inexplicable, certes, mais il faut en prendre compte. Miss Howard et vous-même semblez vous comprendre à merveille, lui dis-je alors avec quelque froideur. Mais peut-être n'avez-vous pas remarqué que je n'étais pas dans la confidence. Pas possible. C'est vrai, mon ami? Oui, éclairez-moi, s'il vous plaît. Pendant quelques secondes, Poirot se contenta de m'observer avec attention. Enfin, à mon grand étonnement, il secoua la tête. Non, mon bon ami. Oh, voyons, pourquoi donc? On ne peut pas être plus que deux à partager un secret. Permettez-moi de vous dire que je trouve ça très désobligeant de votre part de me cacher quelque chose. Je ne vous cache rien, tous les indices en ma possession vous sont également connus.
Il ne vous reste qu'à en tirer les déductions qui s'imposent. Cette fois-ci, c'est une question de raisonnement. Néanmoins, ça m'intéresserait de savoir. Poirot me regarda bien en face et secoua de nouveau la tête d'un air triste. Voyez-vous, mon cher Hastings, je crains que l'instinct ne vous fasse cruellement défaut. Mais vous parliez de raisonnement à l'instant. L'un ne va pas sans l'autre, murmura Poirot d'un air mystérieux. J'estimais la remarque de trop mauvais goût pour être relevée, et je me promis, quand je ferai des découvertes d'importance, ce qui ne saurait manquer d'arriver, de ne pas les divulguer avant d'ébahir Poirot en lui amenant la solution de l'énigme. Un peu plus tôt, un peu plus tard, le moment arrive toujours où le plus impérieux de vos devoirs est de savoir vous imposer. Je n'avais pas encore trouvé le moyen propice pour transmettre à Lawrence le message de Poirot. Enfin, tandis que je déambulais dans le parc, en maudissant les directives autoritaires de mon ami, j'aperçus Lawrence Cavendish sur la pelouse de croquet, où il envoyait promener dans tous les sens des boules visiblement fatiguées en les frappant avec un maillet qui, lui aussi, avait connu des jours meilleurs. L'instant me parut opportun pour accomplir ma mission. Je risquais autrement d'être doublé par Poirot. Il est vrai que je ne saisissais pas clairement le sens de cette démarche, mais je me flattais que la réponse de Lawrence, sitôt soumis à un interrogatoire adroit, m'aiguillerait sur la bonne piste. Je l'abordai donc. « Cela fait un bon moment que je vous cherche, mentis-je allègrement. Que vous me... À vrai dire, j'ai un message pour vous de la part de Poirot. »« Ah bon ? Il m'a recommandé d'attendre que nous soyons seuls. » J'avais baissé le ton pour donner à cette révélation une certaine emphase, et je le surveillais ostensiblement du coin de l'œil. J'ai toujours eu un certain don pour créer ce qu'on pourrait appeler une atmosphère. Eh bien, le visage de Lawrence Cavendish, empreint d'une sombre mélancolie, n'a pas changé d'expression. Se doutait-il de ce que j'allais lui dire? Voici le message, fis-je dans un murmure de conspirateur. Retrouvez la tasse à café manquante et vous retrouverez la paix. Lawrence ne chercha pas à cacher son étonnement. Que diable veut-il dire par là? Vous ne le savez pas? Pas le moins du monde, et vous? Je ne pus que répondre par la négative. De quelle tasse à café manquante parle-t-il? Je n'en ai aucune idée. Si les tasses à café l'intéressent, il ferait mieux de s'adresser à Dorcas ou à une autre des domestiques, c'est leur domaine, pas le mien. Je ne sais rien sur ce sujet, si ce n'est que nous en possédons de divines dont nous nous servons jamais. Envieux, Worcester. Vous êtes un connaisseur en la matière, Hastings. Non. Vous ne savez pas ce que vous perdez. Tenez entre ses doigts, ou simplement contemplez une pièce parfaite en porcelaine ancienne, je vous assure que ça procure un véritable plaisir. Je n'en doute pas. Mais que dois-je répondre à M. Poirot? Dites-lui que je ne comprends rien à ce qu'il raconte, que pour moi c'est du chinois. Très bien. Je rebroussai chemin vers la maison quand il me rappela soudain. Hastings, comment se terminait le message? Pourriez-vous me le répéter, s'il vous plaît? Retrouvez la tasse à café manquante et vous retrouverez la paix. Vous ne voyez toujours pas ce que cela peut signifier? Non, répondit-il d'un air rêveur, mais je donnerais cher pour le savoir. Le gong sonna dans la maison et nous fîmes notre entrée, ensemble. John avait invité Poirot à déjeuner et il était déjà à table. Sans même nous consulter, nous évitâmes pendant tout le repas de faire la moindre allusion au drame. La conversation roula sur la guerre, sur les quelques sujets éloignés de nos préoccupations actuelles. Pourtant, après le fromage et les biscuits, lorsque Dorcas eut quitté la pièce, Poirot se pencha soudain vers Madame Cavendish. « Pardonnez-moi, madame, de revenir sur un sujet aussi douloureux, mais j'ai une petite théorie. » Les petites théories de Poirot devenaient proverbiales. « Et je veux vous poser quelques questions. »« À moi? Mais volontiers. Vous êtes trop aimable, chère madame. Voici. La porte entre la chambre de madame Inglethorpe et celle de Miss Cynthia était bien verrouillée. »« Oui, elle était verrouillée, » répondit Mary Cavendish surprise. « Je l'ai d'ailleurs dit lors de ma déposition. »« Verrouillée? Oui, répondit-elle encore, l'air intrigué. Entendez-moi bien, précisa Poirot. Vous êtes certaine qu'elle était verrouillée et non simplement fermée à clé? Ah, je comprends à présent. Non, je ne sais pas, j'ai dit verrouillée parce qu'il m'était impossible de l'ouvrir, mais je crois qu'on a trouvé toutes les portes verrouillées de l'intérieur. Cependant, pour vous, la porte aurait aussi bien pu être tout simplement fermée à clé. Oui.
Quand vous êtes entré chez Madame Engelthorpe, vous n'avez pas remarqué si cette porte était verrouillée ou non? Je crois qu'elle l'était. Mais vous ne l'avez pas constaté? Non, je n'ai pas vraiment regardé. Moi si, intervint brusquement Lawrence, et je puis vous affirmer qu'elle était bien verrouillée. Voici donc un point éclairci, conclut Poirot. Il semblait assez déçu, et malgré moi, j'éprouvais un certain plaisir à voir réduite à néant une de ses petites théories. Après le repas, Poirot me demanda de l'accompagner chez lui. J'acceptai sans enthousiasme excessif. Alors que nous traversions le parc, il me fit remarquer d'une voix inquiète. « Vous paraissez contrarié, mon bon ami. »« Absolument pas. »« Eh bien, j'en suis heureux. Vous me soulagez d'un grand poids. » Je ne m'attendais pas à cela. J'avais espéré qu'il remarquerait ma froideur. Mais la sincérité de cette déclaration fit fondre mon agacement, bien que compréhensible, et je me déridai aussitôt. « À propos, j'ai transmis votre message à Lawrence. »« Ah, et qu'a-t-il dit? Était-il plongé dans la perplexité? » ?»« Oui, j'ai eu la très nette impression qu'il ne comprenait pas un mot de ce que vous vouliez dire. Je m'attendais à ce que Poirot soit déçu. Mais à mon intense surprise, il me répondit qu'il espérait cette réaction et qu'il s'en réjouissait. Mon amour-propre m'interdit de l'interroger plus avant. Poirot passa d'ailleurs aussitôt à un autre sujet. « Je n'ai pas vu Miss Cynthia au déjeuner. Savez-vous pourquoi? » « Elle est retournée à l'hôpital, elle reprenait le travail aujourd'hui. »« Voilà une femme qui semble aussi active que jolie, dit-il. Elle me fait penser à ces tableaux que j'ai tant admirés en Italie. J'aimerais beaucoup visiter son laboratoire. Pensez-vous qu'elle accepterait de me le montrer? » « Elle en serait ravie, j'en suis sûre. C'est d'ailleurs un endroit très intéressant. »« Elle y travaille tous les jours? » ?»« Oui, à l'exception du mercredi, qui est son jour de repos. Le samedi, elle revient déjeuner ici, ce sont ses 2 seuls moments libres. »« Je m'en souviendrai, fit-il. Les femmes accomplissent de grandes tâches de nos jours. Et Miss Cynthia est futée. Oui, elle a quelque chose dans le crâne, ça ne fait aucun doute. Oui, je crois d'ailleurs qu'elle vient de passer un examen assez difficile. Cela ne m'étonne pas. Après tout, elle occupe un poste de responsabilité. Ils doivent avoir des poisons très violents dans le laboratoire. Oui, elle nous les a d'ailleurs montrés. Ils sont enfermés dans une petite armoire. Je crois savoir qu'on exige des infirmières beaucoup de précautions. Elles ne laissent jamais la clé sur la porte quand elles s'absentent. Tiens donc, l'armoire en question est-elle à proximité de la fenêtre? Non, de l'autre côté de la pièce. Pourquoi? Simple curiosité, éluda Poirot avec un petit haussement d'épaule. Nous étions arrivés devant l'Eastway Cottage. Voulez-vous monter un instant? Me proposa-t-il. Merci, mais je pense rentrer par les bois. Les alentours de Styles Court étaient d'une grande beauté. Après avoir traversé le parc à découvert, l'ombre des fondations dispensait une agréable fraîcheur. Les feuillages frissonnaient à peine sous une très légère brise, et même le pépillement des oiseaux semblait feutré. Pendant un moment, je flânai le long d'une sente. Puis je m'assis au pied d'un être vénérable. Gagné par l'atmosphère bucolique des lieux, je me suis mis à songer au genre humain avec bienveillance. J'en vins à pardonner à Poirot son mauvais anglais, sa faconde, toute continentale, et sa stupide manie des secrets. Je me sentais en paix avec le monde entier, et je bâillais bientôt à me décrocher la mâchoire. Je pensais à la tragédie qui me paraissait soudain très lointaine, presque irréelle. Je bâillais de nouveau. Et si le drame n'avait jamais eu lieu? Et ce n'était en fait qu'un mauvais rêve. En réalité, n'était-ce pas plutôt Lawrence Cavendish qui avait assassiné Alfred Intelcorp avec un maillet de croquet? La réaction de John n'en restait pas moins tout à fait inconvenante. Pourquoi courait-il partout en criant « Écoutez-moi bien, je ne le supporterai pas !» Je sortis tout d'un coup de mon assoupissement pour m'apercevoir que je me trouvais dans une situation fort déplaisante. À 3 ou 4 mètres de moi, une altercation opposait John et Mary Cavendish. Visiblement, ils ne m'avaient pas vu. En effet, avant que j'aie pu m'éloigner ou signaler ma présence, John répéta la phrase qui m'avait sorti de ma torpeur. « Je ne le supporterai pas !»« Ça vous va bien, à vous, de critiquer mes actes, » répliqua Mary glaciale. « Mais tout le village va en faire des gorges chaudes. Ma mère a été enterrée samedi, et vous paradez déjà en compagnie de ces individus. Si vous ne souciez que des ragots qui peuvent courir dans le village, il ne s'agit pas de cela. J'en ai assez de le voir tourner autour de vous. D'ailleurs, c'est un juif polonais. »« Un peu de sang juif n'a jamais fait de mal à personne, » rétorqua Mary.
qui le regarda droit dans les yeux, avant de poursuivre. La lourdeur et la stupidité de l'anglais moyen ne pourraient qu'y gagner. Ses yeux lançaient des éclairs, mais sa voix restait glaciale. Je ne fus pas étonné de voir s'empourprer le visage de John. « Mary! Eh bien, dois-je en déduire que vous continuerez à voir Bauerstein contre ma volonté expresse? Oui, si j'en ai envie. Vous me défiez? Non, mais je ne vous reconnais pas le droit de critiquer mes actes. N'avez-vous pas d'amis qui me déplaisent? » John fit un pas en arrière, et le sang reflua peu à peu de son visage. « Qu'insinuez-vous? balbutia-t-il. Ah, je vois que vous saisissez. Vous saisissez enfin que vous êtes bien mal placé pour juger du choix de mes relations. Votre propre conduite vous l'interdit. Vous n'avez plus aucun droit. » Le regard de John était devenu suppliant. « Aucun droit? N'ai-je donc aucun droit, Mary? » Dans un geste pathétique, il tendit les mains vers elle. « Mary !» Pendant une seconde, je crus qu'elle allait fléchir, et une ombre de douceur passa sur ses traits. Mais elle se détourna avec une sorte de brutalité. « Aucun. » Et elle s'éloigna. John bondit à sa suite et lui saisit le bras. « Mary, » dit-il soudain très calme, « vous êtes amoureuse de ce Bauerstein ?» Cette fois, elle sembla hésiter. Son visage trahit une expression singulière, faite de résignation et de sagesse juvénile. Ainsi y aurait sans doute souri quelques sphinx de l'Égypte antique. Doucement, elle se dégagea et lança par-dessus son épaule. « Qui sait ?» Elle s'éloigna à grands pas, laissant John dans la clairière, figé comme une statue. Je m'approchai de lui d'un pas lourd, en m'arrangeant pour faire craquer quelques branches mortes. Il se retourna. Par chance, il crut que je venais d'arriver. « Salut, Hastings. Avez-vous ramené chez lui, sain et sauf, votre étrange compagnon? Quel curieux personnage. Il est vraiment à la hauteur de sa réputation. En son temps, il était considéré comme un fin limier. Eh bien, essayons de nous persuader qu'il y a une part de vrai dans cette gloire passée. Mais dans quel monde affreux vivons-nous? Vous le pensez vraiment? Mon Dieu, oui. Depuis cette tragédie, la maison est devenue une annexe de Scotland Yard. On ne sait jamais où on va trouver ces spires. Et nos malheurs font la une de tous les journaux. Ces journalistes, je les... Savez-vous qu'il y avait une foule derrière les grilles du parc et qu'ils sont restés là toute la matinée à espionner? On se croirait au musée des horreurs de Madame Tussaud, le jour où l'entrée est gratuite. Allons, John, du cran. Ça ne durera pas toujours. Vraiment, assez longtemps quand même pour qu'aucun de nous n'ose plus jamais marcher la tête haute. Mais non, cette histoire vous monte à la tête. Vous trouvez qu'il n'y a pas de quoi? On se sent continuellement épié par ces fichus journalistes et dévisagé par une bande d'imbéciles au regard bovin. Mais tout ça, ce n'est encore rien. Qu'y a-t-il d'autre? John baissa le son. Avez-vous songé, Hastings? C'est devenu un cauchemar pour moi. L'identité du coupable. À certains moments, il m'arrive de croire que c'est un accident. Parce que qui aurait pu commettre une telle horreur? Maintenant qu'Inglethorpe est innocenté, il ne reste personne sauf l'un d'entre nous. Je comprenais fort bien ce que cette pensée pouvait avoir de cauchemardesque. L'un d'entre nous, oui, il ne pouvait en être autrement. À moins que une nouvelle hypothèse me vint à l'esprit. À l'examen, elle me semblait se confirmer. La conduite énigmatique de Poirot et ses sous-entendus. Tout concordait. Quel idiot j'avais été de ne pas y penser plus tôt. Et quel soulagement pour nous tous. Non, John, il ne s'agit pas de l'un d'entre nous. Ça n'est pas possible, voyons. Je le sais, mais alors qui? Vous ne devinez pas? Non. Je jetai un coup d'œil prudent alentour avant de murmurer. Le docteur Bauerstein. Impossible. Pas du tout. Quel profit pouvait-il tirer du décès de ma mère? Ce point est encore à éclaircir, concédai-je. Mais je peux vous affirmer ceci. Poirot est sur la même piste que moi. Poirot? C'est vrai? Comment le savez-vous? Je lui parlais de l'agitation qui avait saisi mon ami lorsqu'il avait appris la présence du médecin à Styles Court le soir du drame. Par deux fois, il a dit « Ça change tout », ajoutai-je. Cette réaction m'a donné à réfléchir. Rappelez-vous, Inglethorpe a déclaré qu'il avait posé la tasse de café sur la table du vestibule pour accueillir Bauerstein. Est-il pas possible que notre fameux docteur y ait laissé tomber de la strychnine en passant? Ça aurait été risqué. Oui, mais c'était faisable. Admettons. Mais comment aurait-il su que c'était son café à elle? Non, mon vieux, votre théorie ne tient pas debout.
C'est alors qu'un autre détail me revint à la mémoire. Vous avez raison. Les choses ne se sont pas passées comme ça, écoutez-moi. Et je lui parlais de l'échantillon de cacao que Poirot avait fait analyser. Mais Bauerstein ne l'avait pas déjà fait analyser? Justement. Je viens de comprendre. Réfléchissez. C'est Bauerstein qui a été chargé de faire procéder l'analyse. Si c'est lui le meurtrier, il n'a eu aucune difficulté à échanger l'échantillon, empoisonné contre du cacao ordinaire, et de l'envoyer au laboratoire. Bien sûr, aucune trace de strychnine n'a été décelée, et personne n'a osé suspecter Bauerstein, ni prélever un autre échantillon de cacao, sauf Poirot, ajoutai-je en hommage, tardif il est vrai, à la perspicacité de mon ami. Et que faites-vous de cette amertume que le cacao ne peut masquer? Il est seul à le prétendre, et puis on peut envisager d'autres possibilités. Bauerstein est reconnu comme l'un des plus grands toxicologues du monde, et l'un des plus grands, quoi. Vous voulez me répéter ça, s'il vous plaît? Il en sait plus sur les poisons que n'importe qui, ou peu s'en faut. Je me suis dit que peut-être avait-il trouvé le moyen d'ôter à la strychnine son amertume, à moins qu'elle ne soit pas agie de strychnine, mais d'un autre poison, si rare que personne n'en a jamais entendu parler, et qui produit les mêmes effets. C'est possible, en effet, reconnut John. Mais il y a un hic. Comment aurait-il pu empoisonner ce cacao? Il ne se trouvait pas dans le vestibule, lui. C'est exact, dus-je admettre. Soudain, une hypothèse effarante me traversa l'esprit. Je priai pour que John n'y pensât pas de son côté. Je lui jetai un coup d'œil à la dérobée, les sourcils froncés. Par la concentration, il était visiblement un peu perdu, et je réprimai un soupir de soulagement, car il venait de m'apparaître que le docteur Bauerstein n'aurait pu réussir son forfait qu'avec l'aide d'un complice ou d'une complice. Mais une telle infamie était impossible à imaginer. Une femme aussi jolie que Mary Cavendish ne pouvait être une meurtrière. Pourtant, des créatures non moins séduisantes qu'elle avaient été des empoisonneuses. Je me remémorai alors la première conversation à laquelle j'avais participé le jour de mon arrivée à Styles Court. Nous prenions le thé sur la pelouse, et je me rappelais fort bien la lueur dans ses yeux quand elle avait déclaré que les poisons étaient une arme de femme, et cette étrange agitation dont elle avait fait preuve le mardi soir. Madame Ingeltorp avait-elle découvert la relation qu'elle entretenait avec le docteur Bauerstein? La vieille dame l'avait-elle menacée de tout révéler à John? Et les deux amants avaient-ils décidé de la supprimer pour éviter le scandale? La conversation énigmatique entre Poirot et Miss Howard ne prenait-elle pas dès lors tout son sens? N'était-ce pas une hypothèse monstrueuse qu'Evelyn avait refusé d'envisager? Hélas, tout paraissait concorder. Quoi d'étonnant alors que Miss Howard eût proposé d'étouffer l'affaire. Sa phrase inachevée, Émilie elle-même n'aurait pas. Devenait enfin compréhensible. Madame Ingeltorp aurait certainement préféré laisser son meurtre impuni plutôt que de voir son nom, celui des Cavendish, souillé par l'infamie. Il y a autre chose, dit John, si soudainement que j'en sursautai. Une chose qui me fait douter de votre hypothèse. Selon toute apparence, il ne se demandait pas comment le poison avait pu être versé dans le cacao, et j'en fus soulagé. De quoi s'agit-il? Eh bien, le fait que Bauerstein ait jugé l'autopsie nécessaire, il n'était absolument pas obligé de l'exiger. Et ce n'est pas ce fantoche de Wilkins qui en aurait eu l'idée. La crise cardiaque le satisfaisait pleinement. Peut-être, mais est-ce vraiment une preuve? Bauerstein n'a-t-il pas joué la sécurité, à long terme, en demandant l'autopsie? L'étrangeté du décès risquait malgré tout de s'ébruiter, et les autorités judiciaires auraient dû ordonner l'exhumation. L'affaire aurait éclaté au grand jour, et il se serait trouvé en fâcheuse posture. Comment croire qu'un homme jouissant d'une telle réputation ait pu commettre l'erreur d'attribuer la mort à une simple crise cardiaque? Votre raisonnement se tient, reconnut John. Mais du diable si je lui trouve un mobile plausible. De nouveau le doute m'assaillit. Allons, je me trompe peut-être, quoi qu'il en soit, que cela reste entre nous. Cela va sans dire. Tout en parlant, nous étions parvenus à la petite grille du jardin. Des voix toutes proches nous parvinrent. Le thé avait été servi à l'ombre du sycomore, comme au jour de mon arrivée. Cynthia était revenue de l'hôpital, et j'approchai un siège au sien. Je lui transmis la demande de Poirot. Oh, mais bien sûr, je serais enchanté de lui faire visiter le laboratoire. Le mieux serait qu'il vienne prendre le thé un jour. Nous conviendrons d'une date. C'est un petit homme si charmant, mais il est vraiment bizarre.
Figurez-vous qu'il m'a fait ôter mon épingle de foulard l'autre jour pour la mettre lui-même parce qu'elle n'était pas parfaitement droite. C'est une manie chez lui, constatai-je en riant. Ça m'en a tout l'air, en effet. Nous gardâmes le silence, mais Cynthia jeta un coup d'œil furtif à Mary Cavendish et murmura. « Monsieur Hastings ?»« Oui, j'aimerais vous parler seul à seul après le thé. » J'avais surpris le regard de madame Cavendish. Je devinais que les deux femmes ne sympathisaient guère, et je me mis à songer pour la première fois à l'avenir de la jeune femme. Si madame Inglethorpe n'avait pris aucune disposition particulière à son égard, j'étais convaincu que John et Mary lui proposeraient de partager leur foyer, du moins jusqu'à la fin de la guerre. Je savais que John l'aimait bien, et qu'il serait désolé de la voir partir. C'est alors que John ressortit de la maison. Son visage habituellement jovial était crispé de fureur. « J'en ai par-dessus la tête de ces maudits inspecteurs. Que cherchent-ils encore? Ils ont profité de notre absence pour mettre la maison sans dessus-dessous. C'en est trop, j'en parlerai à Japp dès que je le verrai. »« Bande de fouineurs !» maugréa Miss Howard. Lawrence, quant à lui, déclara que les flics, en bons flics qu'ils étaient, se croyaient obligés de se montrer efficaces. Mary Cavendish ne fit aucun commentaire. Après le thé, je proposai une promenade à Cynthia, et nous nous éloignâmes en direction des bois. Dès que la végétation nous eut cachés aux yeux des autres, je me tournai vers elle. « Eh bien ?» Avec un soupir, Cynthia se laissa tomber à terre et ôta son chapeau. Un rayon de soleil filtra à travers les frondaisons, transformant sa chevelure rousse en or vivant. « Monsieur Hastings, vous avez toujours été si gentil, et vous avez tant d'expérience. » Quel charme se dégageait de cette jeune femme, un charme bien plus réel que Mary, qui ne parlait jamais ainsi. « Eh bien ?» répétai-je doucement, car elle hésitait. « Je voulais vous demander votre opinion. Quel parti dois-je prendre ?»« Pardon ?»« Voilà, tante Émilie m'a toujours affirmé que je n'avais aucun souci à me faire pour mon avenir. Peut-être l'a-t-elle oublié, à moins qu'elle n'ait pensé à sa disparition. Le fait est qu'elle n'a pris aucune disposition à mon sujet, que je me retrouve dans le flou le plus total. Pensez-vous que je devrais partir ici sans tarder ? Bien sûr que non, et je suis sûre que personne ici ne veut vous voir partir. » Cynthia resta un instant silencieuse, arrachant des brins d'herbe de ses doigts délicats. « Madame Cavendish, si, lâcha-t-elle enfin. Elle me déteste. »« Elle vous déteste ?» répétai-je stupéfait. « Oui, je ne sais pas pourquoi, mais elle ne peut pas me supporter. Pas plus que lui, d'ailleurs. Alors là, vous vous mettez le doigt dans l'œil, si j'ose m'exprimer ainsi. John a beaucoup d'estime pour vous. »« John ? Oh, lui, bien sûr. Mais je voulais parler de Lawrence. Qu'il me haïsse ou non, peu importe. Mais c'est affreux de sentir que personne ne vous aime. Vous ne trouvez pas ? » ?»« Mais on vous aime, ma chère Cynthia, affirmai-je avec le plus grand sérieux. Vous vous trompez. J'en suis sûre, la preuve, il y a John et Miss Howard. »« Oui, peut-être, dit-elle sans enthousiasme. John m'aime bien, du moins je le pense. Evie aussi, bien sûr, malgré ses manières un peu frustes. Elle ne ferait pas de mal à une mouche. Mais Lawrence ne m'adresse jamais la parole, s'il veut éviter de le faire, et Mary doit se forcer pour être simplement polie avec moi. Elle a demandé à Evie de rester, elle l'a suppliée, mais elle ne veut pas de moi, et je ne sais pas non plus quoi faire. » Sur quoi la malheureuse fondit en larmes. Je ne pourrais dire ce qui me prit alors. Peut-être était-ce sa beauté. Elle était assise là, sans défense, sa chevelure magnifique illuminée par le soleil, ou encore le soulagement que j'éprouvais face à quelqu'un de si évidemment extérieur à la tragédie. À moins que ce ne fût pure compassion pour la détresse d'un être si jeune et si seul. Je me penchai vers elle et pris une de ses petites mains dans les miennes. « Épousez-moi, Cynthia, dis-je avec une certaine maladresse. Sans le vouloir le moins du monde, je venais de trouver un remède souverain contre ses larmes. Elle se redressa aussitôt, retira sa main et me lança sans ménagement. « Ne soyez pas stupide. » Je me trouvais bien embarrassé. « Je ne suis pas stupide, je vous demande de me faire l'honneur d'être ma femme. » À ma grande surprise, elle éclata de rire et me traita de sale farceur. « C'était vraiment adorable de votre part, ajouta-t-elle, avec un petit rire dans la voix. Mais vous savez bien que vous n'en avez pas la moindre envie. »« Mais si, je possède. Peu importe ce que vous possédez, vous n'en avez pas la moindre envie. Et moi non plus, d'ailleurs. »« Eh bien, alors n'en parlons plus, rétorquai-je assez sèchement. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle dans une demande de mariage. Vous avez raison. Mais méfiez-vous quand même, la prochaine fois, quelqu'un pourrait vous dire oui. Allons, au revoir et merci. Vous m'avez vraiment remonté le moral.
Avec un dernier éclat de rire, elle disparut dans les arbres. Je gardai de cette entrevue, il me faut bien l'admettre, un sentiment de profonde frustration. Je décidai brusquement de descendre au village et d'aller voir Bauerstein. Quelqu'un devait surveiller cet individu de près. Par la même occasion, je profiterai de ma visite pour le rassurer s'il se croyait soupçonné. Je me rappelais combien Poirot avait confiance en mon sens de la diplomatie. J'allais donc frapper à la porte de la maison où il avait loué un appartement meublé. Une vieille femme vint m'ouvrir. « Bonjour, madame, dis-je aimablement. Le docteur Bauerstein est chez vous ?» Elle me regarda avec des yeux ronds. « N'êtes-vous pas au courant ?»« Au courant de quoi ?»« De ce qui lui est arrivé. »« Pardi. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?»« Ben, il est parti, quoi. »« Parti, il est mort ?»« Mais non, il est parti avec la police. »« Vous voulez dire qu'il a été arrêté ?» m'exclamai-je. « Ben oui, c'est ça, et... » Je n'entendis pas la suite. Je courais déjà dans le village à la recherche de Poirot. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La tension monte, tout part dans tous les sens, comme on les aime. Alors merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Et merci.